Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Alors au sommaire, aujourd'hui, nous verrons d'abord que les appétits médiatiques de Vincent Bolloré agitent le petit monde des journalistes. Nous nous intéresserons ensuite à ce professeur menacé de mort par des islamistes qui fait la une de l'actualité avec ses propos sur Trapp. Nous verrons que les médias politiquement corrects hésitent entre l'occultation et les attaques vicieuses. Nous reviendrons ensuite sur l'actualité médiatique de la semaine dans la revue de presse et nous conclurons l'émission avec un point sur la désinformation catastrophiste des médias quant à la crise du Covid-19. Immédiat numéro 335, c'est parti. Et pour commencer cette émission, eh bien, c'est l'image de la semaine. Et cette image, Jean-Yves, c'est celle d'un homme, un milliardaire, Vincent Bolloré, qui semble sur le point de racheter Europe 1. Oui, alors ça crée beaucoup d'émoi parce que vous savez que les médias, et nos auditeurs le savent, nos spectateurs le savent, les médias français sont la propriété de grands oligarques. Il y a Arnaud, il y a Pinault, il y a Drahi, il y a Niel, il y a Lagardère, il y a Bouygues, j'en passe. Tous des oligarques, ce qui est assez normal quand on est oligarque politiquement correct, conformiste, mais il y en a un qui n'est pas tout à fait sur la même ligne que les autres, qui a des opinions quand même un peu différentes, ou qui en tout cas laisse des journalistes d'opinions un peu dissidentes s'exprimer, c'est Bolloré. Voilà. Et il se trouve que Bolloré est en train de racheter ou d'essayer de racheter une partie de l'empire que Lagardère dilapide, dont Europe 1. Il y aurait d'ailleurs du sens économiquement à marier la télévision CNews et la radio Europe 1. C'est le projet, a priori. Et alors, c'est sans doute un bon projet économique, et ça serait un bon projet du point de vue de la diversité politique, puisque ça donnerait un petit poil de plus de diversité dans les médias. Évidemment, ça affole tous les bien-pensants, et ça affole aussi M. Macron, qui veut avoir des médias à sa botte pour l'élection présidentielle de 2022. Surtout qu'il se murmure dans le milieu politico-médiatique, Jean-Yves, bien que Éric Zemmour pourrait bénéficier de ce nouvel empire médiatique politiquement incorrect. Oui, peut-être, si Éric Zemmour décidait de franchir le pas politique, mais même s'il ne décidait pas de franchir le pas politique, ça étendrait probablement son audience. Il faut quand même relativiser les choses. L'audience de CNews avec Zemmour ou Pro, c'est de l'ordre d'1 million, parfois moins, de spectateurs, ce qui est très bien, puisqu'on part de 100 000, c'est remarquable. Mais c'est rien par rapport, ou peu, par rapport à l'ensemble des JT, on y reviendra, qui ont 15 millions de spectateurs, c'est-à-dire 15 fois plus. Ouais. Voilà. Et donc, c'est très simple. Un zeste de politiquement incorrect, ça relève la soupe, mais ça exaspère les amateurs de choses sans saveur et sans odeur. Qui pourtant, chaque jour, nous répètent qu'ils aiment la diversité partout, sauf finalement dans les rédactions de France. Oui, enfin en tout cas, sauf de la diversité politique. Voilà, exactement. Voilà. Passons au premier sujet, Trapp, conquête islamique, silence médiatique. C'est l'affaire du moment. Didier Lemaire, professeur de philosophie dans un lycée de la ville de Trappes, a créé l'émoi, menacé de mort par des islamistes après un reportage pour une chaîne néerlandaise. Il a livré un témoignage choc dans les colonnes du Point. Dans cet article, Trapp, un professeur, cible de menaces placé sous protection. Il y déclare notamment « Tout s'accélère. En 2 ans, j'ai vu plus de transformations chez les jeunes et dans l'espace public que ces 18 dernières années. » S'il dit la ville tombée aux mains des islamistes et reconnaît la défaite de son combat républicain, il refuse pour autant de baisser les armes. Mais il considère que Trappes est une ville définitivement perdue. Et il s'est retrouvé invité sur LCI et sur CNews. Nous vous avons préparé une vidéo récapitulant quelques-uns de ses propos lors de son passage dans l'émission de Pascal Praud. La vidéo est un peu longue, mais elle est édifiante.
Et vos collègues, comment réagissent-ils? J'ai quelques collègues qui me soutiennent, mais je dois dire que je ne les entends pas beaucoup. Oui. Et des élèves viennent vous voir quand même? Il y en a qui viennent vous voir qui... Non. Aucun. Non, aucun. La communication avec les élèves est, disons, moins fluide qu'auparavant. Les élèves avant contestaient la laïcité, mais aujourd'hui, ils ne la contestent pas ouvertement. Il y a une sorte de dissimulation aujourd'hui de la part de mes élèves qu'il n'y avait pas auparavant. Mes élèves, de façon générale, ne se sentent plus français du tout. Ils ont d'autres mœurs, une idéologie qui les sépare de la liberté, de l'égalité. Les filles sont soumises aux garçons. C'est un monde vraiment très très différent du nôtre. À Trappes, par exemple, il n'y a plus de lieux mixtes, il n'y a plus de coiffeurs mixtes. Les cafés ne sont plus ouverts aux femmes maghrébines. Elles ne peuvent plus y entrer, sinon elles sont intimidées, menacées. Mes élèves vivent dans un monde tout à fait différent du nôtre. C'est un déni du réel, on fait comme si tout allait bien à Trappes, et dès que quelqu'un parle, évidemment, ça révèle l'ampleur Et Trappes, à votre avis, c'est un cas isolé où il y a plein de petits Trappes aujourd'hui, à la fois dans la banlieue parisienne? J'ai appris que dans une ville très chic des Yvelines, un de mes collègues d'histoire en classe préparatoire a dû être déplacé suite à une menace de mort d'un de ses élèves, une menace de mort à caractère islamiste. Tout ça ne se sait pas et ne se dit pas. Alors, est-ce que vous pensez que ce combat est perdu? Je crois on prête à François Hollande d'avoir dit partition, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Il y a encore quelque chose à faire, mais il faut faire très vite. On a 6 mois ou 1 an devant nous, parce que tous ces jeunes qui sont éduqués dans l'idée que les Français sont leurs ennemis, un jour ou l'autre, ils passeront à l'acte. On ne peut plus se contenter de lois qui sont faites pour garantir les libertés. Il faut des lois qui visent spécifiquement ces ennemis de la France. Je pense qu'il y a des personnes sur le territoire qui devraient ne pas y être. Il conviendrait de les neutraliser ou de les envoyer ailleurs. Très clair, très carré. Un discours qui est quasiment un discours de remigration, qui est prononcé par quelqu'un qui a l'apparence d'un prof de gauche. Mais qui est d'ailleurs un prof de gauche selon un de ses anciens élèves. Un prof de gauche selon un de ses anciens élèves, mais un prof de gauche qui se heurte au mur de la réalité et qui dit les choses. Il emploie des mots très calmement. Il dit « ils ne se sentent plus français ». En tout cas, ils ont d'autres mœurs. Il dit il faut désigner ceux qui sont les ennemis de la France et les faire repartir. Voilà, il dit beaucoup de choses. Évidemment, il est peu soutenu, puisqu'on sent très bien que, aussi bien du côté de la hiérarchie que du côté de ses collègues, c'est la pétoche qui l'emporte sur le reste. En tout cas, c'est un discours vraiment choquant, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert sans doute un petit peu ce qui se passait à Trappes ou ailleurs, comme ils le disent, que Trappes, c'est pas une zone isolée. Et il y a eu, Jean-Yves, des personnes qui ont cherché à minorer ce que ce professeur de philosophie déclarait. On le rappelle, il est menacé de mort, il vit sous protection policière. Et on a par exemple le maire de Trappes qui a donc minoré un des propos de ce professeur qui déclarait qu'il n'y avait plus de coiffeurs mixtes à Trappes. Eh bien, voici la réponse du maire. J'étais en interview en direct à 50 mètres du lycée de la Plaine de Naufle où enseigne cet enseignant, et j'étais dans un salon de coiffure mixte. C'est peut-être pas littéralement exact, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y en a de moins en moins? Il y en a 4 dans ma ville. Je ne sais pas s'il y en a plus ou moins, j'ai pas fait de comptabilité des coiffeurs jusqu'à aujourd'hui. Attendez, monsieur Berkoff, j'ai jamais fait de comptabilité. Coiffure dans Trappes. Oh, j'en sais rien. Honnêtement, j'ai jamais fait le compte, mais on en a au moins une bonne douzaine, je pense. Une bonne douzaine. Et donc vous avez des coiffeurs mixtes, 4, il dit aucun. À quoi bon caricaturer la réalité, puisqu'elle est déjà assez problématique comme ça? Voilà, alors précisons d'abord que ce maire est sous le coup d'une invalidation par le tribunal administratif, donc il est assez vulnérable. Donc il a fait appel devant le Conseil d'État, et donc il est menacé d'une nouvelle élection, donc il est sans doute soucieux de conforter sa clientèle, et sa clientèle islamiste. Ça peut expliquer un certain nombre de ses propos. Rappelons que ce maire, il est élu du mouvement de Benoît Hamon, Génération. Oui, voilà. Génération S, qui est une dissidence
islamiste, peut-on dire, du socialisme, si on veut faire ça. Bon, voilà. Qui peut caricaturer. Alors, peut-être. On essaye d'expliquer les choses simplement. Alors, c'est intéressant parce que le professeur dit deux choses. Il dit, il n'y a plus de coiffeurs mixtes et les femmes, en tout cas les femmes maghrébines ou musulmanes, ne peuvent plus rentrer dans les bars. Vous remarquerez que le maire, plutôt, ne conteste absolument pas l'affaire des bars. Oui, ni même le restant en général. Ni même le restant. Il dit non, il y a des coiffeurs mixtes. Et alors, effectivement, il semble qu'il y ait 4 coiffeurs mixtes sur 17 coiffeurs. Il doit quand même rester un certain nombre de non-musulmans à Trappes. Donc, effectivement, il y a peut-être encore la place pour quelques coiffeurs non mixtes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on conteste, ça c'est la méthode habituelle, entre guillemets, des fact-checkers. On prend, dans un discours qui est globalement juste, on prend un point de détail, si je puis me permettre cette expression diabolisante, on prend un point de détail contestable et on le met, ou imprécis, on va dire. Imprécis, et on le porte au pinacle pour dire, bah, vous voyez, c'est pas, ce qui est dit n'est pas exact. Ce qui est clair que, bon, 4 salons mixtes sur 17, c'est pas non plus un résultat flamboyant. C'est même plutôt inquiétant, enfin, c'est même très inquiétant, d'ailleurs. Bah, c'est une évolution, en tout cas, différente de la société française. Voilà. Oui. Et en tout cas, il n'y a aucune réponse sur les bars. Oui, et ni d'ailleurs sur le reste, sur le niveau général. Ni sur le reste. Voilà, donc alors on n'a pas seulement le maire de Trappes qui se lève contre le témoignage de ce professeur de philosophie, mais on a également des médias. On a par exemple Sylvain Chazot qui sur Twitter partage un article du Monde qui vise là encore à semer un peu le doute dans l'esprit des lecteurs sur le témoignage général de Didier Lemaire. Et donc ce tweet de Sylvain Chazot, le voici. À Trappes, le professeur de philosophie dit vivre sous escorte policière armée. Sur place, responsables éducatifs et politiques démentent avec force. On a l'impression que quand on va lire l'article du Monde, on va se rendre compte que du coup, il n'est absolument pas sous protection policière, etc. Sauf qu'au sein de cet article, qui est très partisan, on retrouve quand même une déclaration du préfet qui, tout en chargeant le professeur Didier Lemaire, confirme malgré tout qu'il est sous protection policière. Voilà ce qu'il déclare. Après l'assassinat de Samuel Paty, nous avons mis en place des mesures de sécurisation aléatoires à l'entrée et à la sortie du lycée et autour de son domicile. Donc il parle de Didier Lemaire, mais en aucun cas une protection policière 24 heures sur 24. Donc Jean-Yves, il y a une petite nuance, mais sur le fond... Oui, mais honnêtement, à la place du préfet, je me permets de lui donner un conseil. Je renforcerai la protection de ce professeur, parce que si ce professeur se fait égorger, ce qui fait quand même partie des risques possibles, il en porterait la responsabilité. Donc je pense qu'il devrait revoir un petit peu son propos. Je dois dire d'ailleurs que monsieur le maire, ce professeur, pourrait facilement montrer l'ampleur de la menace qui pèse sur lui en essayant de souscrire une assurance vie et de voir la surprime que les assureurs lui demanderaient. Donc je pense que les gens qui font des articles, les petits journalistes qui font des articles depuis leur salle de rédaction, ou le préfet qui fait ses déclarations depuis l'hôtel de la préfecture en plein cœur de Versailles, devrait penser un peu à la situation que vit réellement ce professeur. C'est sans doute un peu plus difficile d'enseigner à Trappes quand on a le courage qu'il a, que de recevoir des journalistes depuis les dorures de l'hôtel de préfecture des Yvelines. Ouais, c'est ce que vous disiez. Versailles. Ce que vous disiez, c'est vraiment, on prend une micro-exagération du professeur Didier Lemaire, puisqu'il n'est pas sous escorte toute la journée, d'accord. C'est une erreur. Mais en plus, il est quand même menacé de mort, donc déjà par des islamistes, donc déjà... on est un peu sous le choc quand on sait qu'on est menacé de mort. Et en plus, il sait qu'il a des patrouilles de police qui viennent, alors aléatoirement, dit le préfet, donc c'est de temps en temps à des horaires imprécis, mais qui viennent autour de son domicile pour le sécuriser ou sur le trajet jusqu'à son lycée. Enfin, évidemment, pour lui, il est sous protection policière. Et il est sous protection policière. Pas pour Sylvain Chazot de Libération, mais... Honnêtement, c'est sûrement pas la culture de ce professeur, mais il devrait avoir un port d'armes. C'est la meilleure sécurité qu'il pourrait avoir.
Là, clairement, c'est soit protection policière 24 heures sur 24, soit effectivement, il faut revoir les moyens de protection, parce qu'effectivement, c'est problématique. Alors surtout, Jean-Yves, on voit que Le Monde, il y a quelques années, ils étaient quand même un peu moins suspicieux sur les gens qui dépeignaient le climat de Trappes comme pesant, tout simplement, puisqu'on a eu 2 journalistes du Monde qui ont rédigé un livre sur Trappes. Oui. Donc, Oui, absolument. Il y a 2 journalistes, David et l'Homme. Enfin, David et l'Homme ont rédigé un livre sur l'islamisme en général. Et puis, il y a eu effectivement une série d'études de journalistes du Monde sur Trappes. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que qu'est-ce qu'on découvre? D'abord qu'il y a eu des torrents d'argent public qui ont été déversés sur Trappes. 350 millions au titre de la politique de la ville. Que l'ancien maire de Trappes, M. Malandin, qui était un chevènementiste, donc théoriquement un républicain, s'est beaucoup investi comme député dans la politique de la ville, dans la rénovation urbaine, dans tous ces sujets-là. Mais qu'en même temps, pour être élu en 2001, il avait promis une grande mosquée à Trappes. pour un républicain laïque, bon. Voilà. Et on voit là les limites du discours républicain et aussi les limites du discours assimilationniste. Je ne peux que renvoyer à la remarquable intervention qu'avait fait Michel Geoffroy au colloque, au forum de la dissidence de Polémia sur l'impossible assimilation. Trappes en est l'exemple, le maire, il était sur une logique, le précédent maire, pas le maire actuel, M. Malandin était sur une logique assimilationniste. On voit le résultat. Oui, avec plusieurs dizaines d'habitants de Trappes qui sont partis faire le djihad en Syrie, ce qui n'est pas un très bon résultat. Et on voit effectivement que Le Monde et autres médias ont essayé de semer un peu le doute sur le témoignage de ce professeur, ce qui n'est pas exactement à leur honneur. Et justement, les médias, Jean-Yves, ils ont été violemment critiqués par Pascal Praud, non pas pour les doutes qu'ils ont essayé de semer, mais bien pour l'occultation de ce témoignage. On écoute Pascal Praud tout de suite. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est que dans cette société où tout se sait, a priori, où les journalistes pourraient aller tourner à Trappes, ils pourraient avoir un sujet ce soir dans un journal de 20 heures, dans un sujet mainstream, dans un journal mainstream, où on commençait en disant, ben voilà, il n'y a pas de coiffeur mixte à Trappes. Et ces sujets n'existent pas. Depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est-à-dire que les journalistes ne vont même pas sur le terrain simplement rapporter, témoigner. Mais on ne peut pas y aller. C'est quand même extraordinaire d'ailleurs, la manière dont l'information est diffusée en France. C'est-à-dire que vous êtes venu sur les 3 chaînes d'infos et vous n'êtes pas venu ni sur France 2, ni dans une émission qui est à la lisière parfois des émissions d'information et parfois de divertissement où des gens viennent témoigner. Je ne vais pas reparler de France Inter, etc. Mais je trouve ça absolument incroyable. Non, mais il y a pas et ça contribue, si vous voulez, à ce que j'appelle cette lâcheté. Effectivement, si c'était, un autre témoignage, et on les entend parfois, par exemple, on peut citer les gens d'ailleurs, Assa Traoré, Camélia Jordana, elles ont... Open bar. Table ouverte. Elles ont open bar dans ces émissions. Bon, pourquoi pas d'ailleurs, mais ce qui me frappe toujours, c'est cette question, je la trouve vraiment importante. Pourquoi le service public ne vous invite-t-il pas? Mais parce que le réel est d'extrême droite. Alors, il y a 2 choses très fortes dans cet échange. Il y a d'abord ce que nous rappelle Pascal Praud, c'est-à-dire que l'accès à l'information complète que nous on a, que nos spectateurs ont, que les spectateurs de CNews ont, ou les auditeurs de Sud Radio ont, c'est une petite minorité. C'est-à-dire que quand Assa Traoré fait une grande déclaration, quand Camélia Jordana fait une grande déclaration, c'est sur tous les médias, c'est sur tous les 20 heures. Le maire, il est sur des médias qui touchent un petit pourcentage de la population. Et donc, on reste dans une grande occultation, de fait. Pourquoi? Parce qu'il faut cacher le réel. Et Messia a un petit mot d'humour à la fin, il dit parce que le réel est d'extrême droite. Non, le réel n'est pas d'extrême droite. Le réel est qualifié d'extrême droite pour qu'on ne puisse pas en parler. Voilà. On a le vocabulaire diabolisant. Quand on utilise le mot extrême droite ou le mot complotiste, c'est qu'on est dans le déni du réel. C'est ça la réalité. En tout cas, c'est vrai que Didier Lemaire, qui a été invité sur de nombreux plateaux LCI, CNews, etc., effectivement, on ne l'a pas vu
On l'a pas vu sur la matinale de France Inter. Hein, ça, c'est Ce clair. sont les chaînes d'infos, c'est pas Oui, pas le service public, c'est pas les JT, donc c'est pas négligeable les chaînes d'infos, Ouais. mais ça n'est qu'une petite partie de l'information et de l'opinion qui est touchée. Et alors, Jean-Yves, pour conclure cette partie, c'était un petit peu amusant de finir un peu quand même sur une note humoristique presque, avec la réaction de Jacques Séguéla à ces propos de Didier Lemaire. On va l'écouter, il va parler des réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes attaqué sur le net et par les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux sociaux, oui, bien sûr. C'est la première chose qu'il faudrait fermer ce robinet-là, déjà, ce robinet à horreur. Quand Emmanuel Macron explique en Algérie que la France est coupable de crimes contre l'humanité, ça participe aussi d'une atmosphère de haine nationale qui va entretenir des irrédentismes qui s'expriment dans votre classe. Et dont les réseaux sociaux sont les véhicules. Et il faut agir sur les réseaux sociaux. Il y a un problème en France qui s'appelle l'islamisation, qui s'appelle l'islamisme. Et ça prend tous les canaux, y compris évidemment les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas les réseaux sociaux qui sont coupables du phénomène. Les réseaux sociaux, ils sont utilisés par les islamistes comme par tout le monde. Voilà. Oui, puis là, en l'occurrence, c'est comme si on disait c'est la faute de l'imprimerie, quoi. Ouais. Voilà. C'est un monsieur qui aurait dit au XVe siècle « Oh là 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 là, l'imprimerie quand même, quelle mauvaise chose, quoi ». C'est le monde d'avant, hein. C'est le monde d'avant. Ouais, mais c'est quand le même- monde des pubards des années 70-80. C'est le monde de Chirac, c'est le monde de Mitterrand. Enfin, c'est le monde d'avant. C'est quand même étrange que là, on lui présente un problème concret et en fait, on a l'impression que puisqu'il ne peut pas, en fait, son logiciel lui permet pas de désigner l'ennemi pour le coup, il se rabat sur quelque chose de plus facile qui... Oui, et en même temps, si je puis dire, pour lui, les réseaux sociaux, c'est l'ennemi, Oui, aussi. puisque c'est ce qui permet de parler de ce que les médias dominants cherchent à cacher. Donc pour lui, le véritable ennemi, c'est pas l'islamisme, c'est bien les réseaux sociaux. Peut-être, effectivement. Ouais. Passons à la revue de presse. Et pour commencer cette revue de presse, eh bien, Jean-Yves, on va s'intéresser à une figure du PAF, du paysage audiovisuel français, en l'occurrence Ruth Elkrief, qui quitte BFM TV, Jean-Yves. Oui, alors on ne sait pas pour aller où, mais elle a sûrement de grandes ambitions. Et d'ailleurs, elle le dit, elle veut être partie prenante de l'élection présidentielle. Donc, elle veut, dans un média qui reste à déterminer, qui peut être Public Sénat, qui peut être une autre chaîne de télévision, un poste clé pour peser sur l'élection présidentielle en organisant des débats où elle sera probablement soutenue par le couple Macron dont elle est amie. On l'avait vu lors de la présidentielle de 2017, elle s'était affichée avec le couple Macron, donc je pense qu'elle va retrouver assez vite un poste à la hauteur de ses ambitions. Ce qui est amusant, c'est que finalement, elle estimait qu'à BFM, elle était un peu mise sur la touche, qu'elle n'avait pas assez de puissance de feu médiatique pour influencer l'élection, et là, elle veut retrouver un autre poste pour le faire spécifiquement pour ça, quasiment. Enfin, si l'on croit les bruits de couloir. Ça montre qu'elle n'est pas du tout dans l'idée on va dire, d'informer les Français, quoi. C'est pas du tout le projet. C'est pas du tout le projet. Où irait-on ? Où irait-on ? Où irait-on ? C'est incroyable. Déclaration médiatique cette semaine, Jean-Yves, qui a beaucoup fait parler, c'est celle d'Assa Traoré. Les Noirs et les Arabes ne sont pas en sécurité en France. Une déclaration sur laquelle on peut peut-être revenir. D'abord, il y a des faits. En matière de statistiques de délinquance, il y a un certain nombre d'études, un peu anciennes, mais ce serait bien d'en faire des nouvelles, plutôt que de les censurer, de 2000 ou de 2010, qui prouvent, au contraire, la place tout à fait forte, surreprésentée, de la délinquance d'origine étrangère, et plus particulièrement d'origine africaine ou maghrébine, une surreprésentation dans la délinquance. Alors je vais citer deux chiffres. À statut social égal, il y avait 4 fois plus de délinquants que dans la population générale, à statut social égal pour les jeunes venant d'Afrique noire. Voilà. Donc, c'est pas eux les plus victimes. Enfin, il y a sûrement des victimes parmi eux, mais il y a aussi plus de coupables que de victimes, proportionnellement.
De même, en 2000, c'est plus ancien, mais moi je ne demande qu'à avoir des statistiques plus récentes. Il n'y a pas de souci. 46% des actes de délinquance graves étaient commis par des jeunes dont les deux parents étaient nés à l'étranger. Voilà, c'est tout. Donc, bon, il y a sûrement des Noirs ou des Arabes qui sont victimes de faits de violence, mais ils sont malheureusement plutôt surreprésentés du point de vue des délinquants. Ça ne veut pas dire que tous le sont, bien sûr. Et alors, donc, voilà ce que devraient dire les médias. Au lieu de lui donner la parole sur les grandes chaînes, il devrait essayer de rappeler tout simplement des faits, des faits. Ouais, des faits, des chiffres. C'est sur un excellent site qui s'appelle Je réinforme. Paul Émiat a repris certaines de leurs études. Ouais. Voilà, c'est tout à fait trouvable. Et ce qui est intéressant, c'est que cette déclaration d'Assa Traoré, elle a été commentée par Thomas Lecartier, qui est journaliste pour CNews, qui a tweeté « Elle déteste la France et tout ce qu'elle représente. C'est ça son très gros problème. Une prise de position qui lui a valu de nombreuses menaces et insultes. Il a déclaré qu'il revendiquait son droit à s'exprimer sans crainte sur ces questions-là. Et réaction d'Alexandra Uzan, qui lui répond « Tu assumes le fait que CNews est une chaîne d'opinion et non d'information. » Mais Alexandra Uzan, elle est journaliste à France 2, donc elle est dans un média qui est lui-même un média d'opinion politiquement correcte, oui, c'est clair, et qui se fait passer de manière fausse comme un média d'information pluraliste. Si c'était un média d'information pluraliste, France 2, ils auraient invité le professeur de Trappes. Oui, ou pareil, sur feu l'émission de Laurent Ruquier, ils n'auraient pas refusé d'inviter des représentants du parti Front National et Rassemblement National à l'époque. Voilà, enfin, il y a plein d'exemples qui montrent que le service public n'est pas du tout impartial. Et toujours dans cette affaire Traoré, Jean-Yves, on a appris cette semaine, c'est le HuffPost qui nous l'apprend, que dans la mort d'Adama Traoré, un nouveau rapport d'expertise mettait en cause les gendarmes. France Info titre de même, une nouvelle expertise médicale évoque un lien possible avec l'interpellation des gendarmes. Et c'est un titre qui aurait pu être différent, peut-être. C'est un titre totalement biaisé parce que, effectivement, le décès est intervenu à l'occasion de l'interpellation. Donc, forcément, on peut toujours mettre en cause les gendarmes. Sauf que la nouvelle expertise écarte, je cite, l'existence de la moindre asphyxie positionnelle, qui est précisément ce qui est dénoncé par les parties civiles. Donc, ça écarte plutôt la responsabilité des gendarmes. Au demeurant, si responsabilité des gendarmes il y avait, ce ne pourrait être une responsabilité raciste, puisque deux au moins de ces gendarmes étaient eux-mêmes antillais, donc noirs ou vus comme noirs. Racisés, on dit dans le monde moderne. Ah, vous parlez chic, vous parlez chic. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que F de Souche, lui, a bien titré en montrant que, effectivement, le bobard par le titrage est quelque chose de récurrent chez les médias. Alors, on va se rendre aux États-Unis, Jean-Yves, puisque, vous le savez, après l'invasion du Capitole, si on peut l'appeler comme ça, eh bien, il y avait eu... Alors, les médias nous avaient annoncé 5 morts. En fait, quand on épluchait un peu la cause des morts, on se rendait compte qu'il n'y avait que 2 morts, un policier et une manifestante pro-Trump, Ashley Babbitt. Et ce policier qui avait été tué, il n'avait pas été tué sur le coup, mais en rentrant à sa caserne, il avait été pris d'un malaise, et ça avait été lié, selon CNN et d'autres médias qui avaient repris l'information, à des coups d'extincteur qu'il aurait reçus. Sauf que, le médecin légiste s'est prononcé et sa mort ne serait pas due à ces fameux coups d'extincteur. CNN a donc publié un vague démenti qui a évidemment qui n'a pas fait l'objet d'une publicité incroyable, mais on voit qu'il y a eu un changement. Oui, il y a eu un changement, sauf que les médias dominants continuent de parler de l'assaut meurtrier du Capitole. Or, l'assaut meurtrier du Capitole, il n'y a pas eu d'assaut meurtrier au Capitole. Il y a une personne, effectivement, tuée, qui est une manifestante, Ashley Babbitt, qui a été tuée à bout portant. Ouais. On ne sait quand même pas très bien pourquoi elle a été tuée de cette façon. Mais donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu un assaut meurtrier, il y a eu un manifestant tué. Voilà. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Alors on peut dire c'est normal, il fallait protéger le Capitole, peut-être. Mais c'est pas un assaut meurtrier. Il y a eu un manifestant tué. Il y a eu des informations médiatiques absolument considérables dans cette affaire.
Et on va peut-être comprendre pourquoi cette désinformation, Jean-Yves, avec cet article hallucinant, le mot est très faible, du Time, le magazine Time, donc qui est censé être un magazine prestigieux, voilà, et qui révèle tout simplement qu'il y a eu ce qu'ils appellent une campagne pour sauver l'élection. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet article ? Alors, c'est un article très long, dont je recommande absolument la lecture. On peut le lire en anglais sur Time, on peut le trouver en français sur le site de Dreux Info et sur le site de Polémia, je crois sur d'autres sites. Polémia a repris la traduction d'ailleurs de Dreux Info. Donc on l'a en français. Et ça, je recommande absolument la lecture de ce... C'est un document. Alors déjà, le titre est quand même pas mal. L'histoire secrète de la campagne de l'ombre qui a sauvé l'élection. Sauver l'élection, c'est permettre l'élection de Biden. Oui. C'est assez amusant parce que si c'était un média dissident qui avait pris ce titre, histoire secrète, campagne de l'ombre, on dirait ah là là, les complotistes. Mais non, là c'est le Time qui le dit. Oui, qui s'en félicite en fait. Qu'est-ce qu'il dit le Time ? Évidemment, je vais avoir du mal à résumer en quelques phrases 15 pages totalement éclairantes. Mais le Time, j'en retiens 3 choses principalement. 1, le Time nous dit l'élection a été sauvée pour Biden par l'alliance des activistes d'extrême gauche et des titans des affaires. Titans des affaires, c'est une traduction exacte. Donc l'alliance de l'extrême gauche et du grand capital, pour faire ça. Comment cette alliance a fonctionné ? Elle a fonctionné d'abord, avant l'élection, par une pression sur les médias et sur les réseaux sociaux, avec un déjeuner avec M. Zuckerberg de Facebook, avec M. Dorsey de Twitter, pour leur dire il y a des informations qu'il faut couper. Et effectivement, il y a une information qui a été largement coupée, ce sont les affaires du fils Biden, Hunter Biden. On sait que pendant la présidentielle française de 2017, c'était matin, midi et soir, pendant 1 mois et demi, les histoires de costumes ou d'emploi de sa femme de la part de Fillon. Là, les affaires de Biden, qui ne sont pas du tout à la même échelle, qui sont de la corruption internationale, Hunter Biden, ont été totalement occultées parce que ça a été organisé. Ce n'est pas un accident. Ça a été organisé et on connaît beaucoup d'électeurs dans le sondage après l'élection qui disent 1, on ne savait pas, 2, si on avait su, on aurait voté autrement. Donc c'est quand même un aveu absolument extraordinaire de la part du Time. Et puis le 3e élément, c'est l'aveu des pressions au moment du processus de dépouillement. À Détroit, en Pennsylvanie, donc un État clé, quand les contrôleurs républicains sont arrivés pour s'assurer de la régularité de l'élection dans un certain nombre de pôles de dépouillement, où opéraient des employés de la mairie de Détroit, donc favorables au candidat Biden, eh bien, il y a eu une mobilisation d'activistes, notamment en liaison avec les gens de Black Lives Matter, pour intimider les contrôleurs républicains. Alors je me fais l'avocat du diable, le Time ne présente pas ça de cette manière-là. Voilà. Non, mais écoutez, quiconque a vécu des soirées électorales chaudes sait ce que ça veut dire la mobilisation militante. Oui, le Time ne dit pas ils sont venus les intimider. Non, bien sûr, il dit ils sont venus rééquilibrer. Je me fais l'avocat du diable. Mais vous avez raison. Alors, ce que dit quand même le Time, qui est tout à fait là, c'est vraiment le Time qui le dit. Il dit au niveau de la certification des votes, on a expliqué aux certificateurs de vote sur Détroit qu'ils ne pouvaient pas invalider un certain nombre de votes parce que c'était des votes qui émanaient de quartiers noirs, enfin le centre de Détroit est une ville noire, et que invalider ces votes aurait été invalider des votes noirs. En parenthèse, c'est quand même assez extraordinaire, puisqu'il s'agissait d'invalider des bulletins douteux. A priori, bon, effectivement, provenait de zones à forte population noire, et donc, sous prétexte que ça aurait été invalidé des votes noirs, on a fait pression sur les certificateurs pour valider des votes douteux. Voilà. Et ça, c'est dit textuellement dans l'article du Time. Il y a énormément d'autres choses, bien sûr, sur 15 pages. Et pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils font ça ? Eh bien, ils font ça parce que c'est un modèle. Ils expliquent comment
comment on va sauver les élections. Sauver les élections en Hongrie, en France, ailleurs. J'ai vu une déclaration, je ne sais pas si elle est exacte, comme quoi certaines personnes au Front National ou au Rassemblement National ou chez Marine Le Pen penseraient qu'ils pouvaient gagner grâce à l'abstention de la gauche. C'est une blague absolue. Peut-être qu'au premier tour, un certain nombre d'électeurs de gauche s'abstiendraient, mais dans un deuxième tour disputé, ils se mobiliseraient, et s'ils ne se mobilisaient pas, on se mobiliserait pour eux. Oui, là on a Vous imaginez à Trappes, un deuxième tour où Marine Le Pen a des chances d'être élue, aurait des chances d'être élue, Marine Le Pen ou un autre candidat d'ailleurs, ou une autre candidate d'une mouvance, on va dire, nationale, aurait des chances d'être élue. Vous imaginez ce qui se passerait dans les bureaux de vote à Trappes ? En tout cas, il y a le manuel. Le modèle est dans le taille. Ouais, le mode d'emploi est disponible. Alors, après cet article vraiment incroyable, que moi aussi je vous invite à lire, modestement, passons au deuxième sujet, Covid-19, la propagande catastrophiste des médias. Le Covid-19 est toujours un sujet qui fait la une de l'actualité. Et Jean-Yves, on voit ce titre de BFM. La situation n'est plus inquiétante mais terrorisante. La PHP, donc les hôpitaux de Paris, alerte sur les semaines à venir. On lit même que le directeur de la PHP parle du sang et des larmes, clairement. Jean-Yves, la situation semble cataclysmique à Paris. Oui, alors... la première réponse qu'on pourrait faire, c'est que si la situation était cataclysmique à Paris, il faudrait peut-être s'en prendre à Mme Sibylle Veil, actuelle patronne de Radio France, qui a beaucoup fait pour diminuer le nombre des lits à la PHP dans un poste antérieur entre 2008 et 2011. Mais ce serait polémique, donc on va laisser ça là de côté. Simplement, il faut regarder les chiffres. Les chiffres ne sont absolument pas ceux-là. Il y a aujourd'hui 5 fois moins de cas de réanimation par 100 000 habitants qu'il n'y en avait lors du pic épidémique d'avril. Donc c'est pas du tout la même situation. Et 2 fois moins que lors du pic épidémique d'octobre. Et en l'occurrence, la situation est à peu près la même en Île-de-France et sur le reste du territoire. Donc on est un petit peu au-dessus en Île-de-France. Légèrement au-dessus. Ce qui s'explique assez facilement par les transports, vraisemblablement. Oui. Alors on a d'autres titres un petit peu alarmistes. On a par exemple l'Indépendant qui parle de Narbonne. L'hôpital désormais à saturation. Donc quand on lit ce titre, on a un petit peu peur. Oui, sauf qu'il y a 7 cas de réanimation. Voilà. Il y a 7 personnes en réanimation. 7 personnes en réanimation. Et c'est vrai que beaucoup d'hôpitaux... moi, j'étais dans le Jura la semaine dernière. On nous expliquait, on a été sous pression pendant très longtemps parce qu'il y a 7 lits d'hôpital dans le département ou dans la sous-préfecture. Bon, effectivement. Et après, on déplace vers des hôpitaux un peu plus importants. Effectivement, on arrive vite à la saturation. Moins il y a de lits, plus on est à la saturation. C'est un phénomène à la limite aléatoire. Ouais. Et on a un autre titre de Ouest France. Covid-19, une situation jamais connue à l'hôpital du Mans. Donc j'arrive pareil, quand on regarde ce titre de Ouest France, on peut se poser des questions quand même. Oui, alors en fait, il y a eu une information très inquiétante sur Ouest France. Quelques jours plus tard, France Bleu nous dit non, il y a une amélioration soudaine de la situation. Ouais. Mais Ouest France n'en parle pas. En tout cas, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Ou s'ils l'ont mis, c'est un tout petit, donc pas grand monde l'a vu. Et donc, qu'est-ce qui s'imprègne dans l'opinion ? C'est l'information catastrophiste. Et toujours pour continuer sur les informations catastrophistes, on a La Rochelle. On parle d'une situation très critique à l'hôpital de La Rochelle. Oui, alors là aussi, c'est 11 personnes, donc on est quand même dans des... 11 personnes en réanimation, c'est ça ? 11 personnes en réanimation, oui. Mais après, on n'en parle plus, quoi. Évidemment, il peut y avoir des pics, c'est normal. Et alors justement, c'est inévitable. De manière plus large, Jean-Yves, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur ce traitement médiatique qu'on vient de voir sur le Covid-19 ? Alors, on a eu un traitement médiatique tout à fait affolant qui ne correspond absolument pas à la réalité des chiffres et des courbes.
Et il y a notamment un certain nombre de personnes sur Internet, Covid Tracker, Meillan, qui sont qui traitent des données scientifiques qui les mettent en forme de courbes. Ils prennent des données officielles et ils construisent des courbes avec. Et qu'est-ce qu'on voit quand on voit ces courbes? Eh bien, on voit par exemple quelque chose qui est quand même très précis, qui concerne le nombre de morts en janvier 2021. Eh bien, c'est un nombre assez comparable aux années précédentes. C'est un peu plus élevé que certaines années, un peu moins élevé que d'autres années. Donc, sachant que le nombre de morts en France augmente chaque année, tout simplement à raison du vieillissement. Donc, du point de vue de la mortalité générale, pas seulement du Covid, du point de vue de la mortalité générale, janvier 21, c'est à peu près pareil. Évidemment, il y a plus de gens qui meurent en hiver, bien sûr. Mais ça, c'est tous les ans la même chose. Alors, juste pour préciser, c'est Nicolas Meillan qui a donc repris les chiffres consolidés des morts en 2021 de l'INSEE. Et on voit effectivement que sur la courbe qu'il a mis, une courbe qui apparaît très fouillie, mais ce qui est bon signe, puisque si on n'arrive pas à discerner les morts de l'année 2021 des morts des années précédentes, tellement c'est fouillis, ça veut dire qu'on est sur globalement la même mortalité. Quoi. Globalement la même mortalité. Il y a d'ailleurs eu, dans les années précédentes, en 2012, en 2017, en 2019, une surmortalité lors d'épidémies de grippe. Voilà. Oui, avec des tensions dans les hôpitaux. Alors, avec des tensions dans les hôpitaux, là, il n'y a plus de grippe, hein, puisque le Covid, il a éliminé la grippe, il a éliminé les gastro-entérites. Bon, mais ça correspond à une situation assez comparable. Et ça, la saturation des hôpitaux, les médias, la saturation des hôpitaux des années précédentes pour les épidémies de grippe, qui était une réalité, les médias n'en parlent pas pour contextualiser, en fait. Non, alors qu'ils en parlaient les autres années. Il y avait notamment des déclarations alarmistes de Pelloux en disant on est débordé, l'urgentiste Pelloux, l'urgentiste médiatique Pelloux, qui disait on est débordé à cause de la grippe. Bon, alors là, on ne rappelle pas ça. Là, effectivement, on n'est pas si débordé que ça, d'ailleurs, cette fois à cause du Covid, oui, c'est vrai. Et alors, ce qui est intéressant, Jean-Yves, c'est que par contre, les médias en font des tonnes toujours sur la thématique des fameux variants, les variants sud-africains ou anglais, par exemple. Qu'est-ce qu'il en est de ces variants ? Alors, on voit dans les pays concernés qu'en Angleterre, il y a eu un pic, c'est vrai, que le pic est complètement retombé. En Afrique du Sud, il y a eu un pic qui est aussi assez largement retombé. Donc là, il y a un affolement. En fait, pourquoi on parle des variants ? Parce que, objectivement, ils savent bien que les chiffres officiels, ils montrent en gros un plateau plutôt descendant. En réanimation, ça augmente un petit peu. Oui, parce qu'il y a un décalage entre la réanimation et la contamination. Il y a 3 temps. Il y a la contamination qui apparaît, qui est en plateau descendant. C'est vrai. Il y a l'hospitalisation qui est aussi en plateau descendant, mais avec un peu de retard. Et puis il y a la réanimation dont on peut penser qu'elle va être en plateau descendant. C'est en tout cas l'opinion de Meillan d'ici la fin de la semaine. Oui, effectivement, voilà. Ça serait plus logique. Et donc, comme les chiffres, malgré tout, même en choisissant les jours où c'est plus inquiétant que d'autres, parce qu'effectivement, on ne meurt pas le week-end, parce que, même en choisissant les chiffres qui sont plus inquiétants que d'autres, comme c'est pas quand même suffisant, on affole sur les variants. Alors, voilà. Il y a toujours une thématique, vous avez remarqué, depuis qu'on parle du Covid, il y a toujours une thématique affolante qui fait l'information. Mais alors la question, c'est pourquoi les médias choisissent-ils d'affoler ? Je crois qu'ils choisissent d'affoler pour apeurer. Voilà. Ils choisissent d'affoler pour apeurer pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils pensent que s'ils apeurent, les gens prendront quand même naturellement plus de précautions. Bon, voilà, on pourrait considérer que c'est une bonne raison. Puis la deuxième raison, c'est que ça fait jamais de mal de contrôler les populations. Alors, il y a un petit scandale en Allemagne. Un petit. Donc, évidemment. Oui, un petit scandale. Enfin, ce qui devrait être un grand scandale, mais qui est un petit scandale parce que les médias allemands en parlent peu et que les médias étrangers en parlent encore moins, c'est qu'il y a eu dans Die Welt, qui est quand même un des grands journaux allemands avec la Frankfurter Allgemeine, dans Die Welt, la publication
d'une série de courriels qui montrent que le ministère de l'Intérieur fédéral allemand a passé des commandes en mars, a passé des commandes à des scientifiques pour sortir des projections alarmistes, allant jusqu'à pronostiquer 1 million de morts. Voilà. Et donc, on voit très bien qu'il y a eu, en Allemagne, là c'est établi, des commandes politiques à des scientifiques qui n'étaient peut-être pas très scrupuleux quant à la méthode scientifique pour sortir des études tout à fait inquiétantes. Il y a d'ailleurs des députés de l'opposition allemande, du FDP, du parti libéral allemand, enfin bon c'est compliqué l'Allemagne, c'est un parti on va dire libéral-conservateur, qui ont demandé des explications et qui ont demandé la publication officielle de ces emails. Il est possible d'ailleurs, s'agissant de l'Allemagne, que tout ça s'explique par le fait qu'une partie de l'industrie allemande traditionnelle, c'est-à-dire l'artisanat, les petites et moyennes entreprises jusqu'à 1000 employés, commence à souffrir beaucoup de la crise économique, dont bénéficient en revanche les GAFA et les très grandes entreprises, et donc il y a peut-être une réaction. Et juste pour préciser quand même, parce que c'est très important, le secrétaire d'État a demandé par exemple aux scientifiques auxquels il s'adressait d'élaborer un modèle sur la base duquel des mesures de nature préventive et répressive pourraient être planifiées. C'est la traduction qui a été réalisée par Polémia de cet article de Die Welt. On voit clairement que le pouvoir politique a voulu se servir de ces modèles pour réprimer, tout simplement. Vous avez justement fait la traduction des mesures préventives et répressives. Effectivement, vous parliez de petits scandales qui auraient dû être grands. Effectivement, ça devrait être gigantesque, théoriquement. Mais bon. Jean-Yves, ça va être la fin de cette émission, mais vous avez un coup de chapeau. Oui, c'est un coup de chapeau à Jean-François Chomin et à Via Romana, qui l'avait édité. Jean-François Chomin est un consultant qui avait par vocation choisi de passer l'agrégation d'histoire, et ayant passé l'agrégation d'histoire, avait volontairement choisi d'enseigner en collège à Vénissieux. Dans la banlieue de Lyon. Dans les banlieues de Lyon, dans une banlieue, on va dire, islamisée de Lyon. Ouais. Donc, il a fait ça par conviction, dans l'espoir et au fond, d'assimiler une partie de ces jeunes gens. Et il a raconté son expérience dans 2 livres, Kiffe la France, pas Quitte la France. Vous allez trop vite en besogne. J'avais trop vite en besogne. Kiffe la France. Et Tarek, Une chance pour la France, où il décrit vraiment, de manière d'ailleurs plutôt chaleureuse, une situation qui est une situation dramatique et dont nous a parlé Monsieur Le Maire, qui doit venir d'un autre horizon politique d'ailleurs que Jean-François Chomin. Mais qui arrive aux mêmes conclusions. Mais qui arrive absolument aux mêmes conclusions. Précisons quand même, c'est intéressant, que le dernier livre de Jean-François Chomin, publié chez Via Romana, était préfacé par André Gérin, ancien maire communiste de Vénissieux. La boucle est bouclée. Bien écoutez, les conseils de lecture sont donnés à nos téléspectateurs. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.